Bonjour à tous. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube et appuyez s'il vous plaît sur la petite cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. Merci beaucoup. L'état d'urgence sanitaire sous lequel nous vivons depuis 2 mois va très certainement être prolongé jusque au moins le 23 juillet prochain. Il correspond, vous le voyez bien, à une restriction sans aucun précédent dans l'histoire de France de toutes nos libertés collectives et individuelles. Sommes-nous encore dans une politique de protection sanitaire ou basculons-nous vers une politique de contrôle social et d'instrumentalisation politique de la peur? C'est la question que nous posons de manière très concrète dans cette vidéo et nous voyons ce qu'il faut faire sur ce sujet-là d'urgence et dans les mois qui viennent. Alors l'état d'urgence sanitaire a été mis en place par le gouvernement par un décret le 16 mars dernier. Sachez que ce décret était illégal puisque normalement le gouvernement ne pouvait pas prendre de telles mesures par un simple décret. Alors cette situation d'illégalité a été rectifiée par une loi votée une semaine plus tard, le 23 mars, et loi qui prévoit notamment que l'état d'urgence sanitaire peut être prolongé jusqu'au 1er avril 2021, et même au-delà si une nouvelle loi décide de le prolonger au-delà de cette date. Alors à l'époque, il y avait une espèce de consensus, à tel point que l'opposition n'a même pas saisi le Conseil constitutionnel pour vérifier si cette loi du 23 mars était conforme ou pas à notre loi fondamentale. Consensus devant l'épidémie qui progressait et puis surtout devant l'incapacité du gouvernement à nous proposer autre chose que le confinement, que de nous enfermer chez nous, pas d'autres protections mises en place. Mais aujourd'hui, 2 mois plus tard, devant l'incapacité toujours manifeste du gouvernement à nous proposer ces mesures de protection qui nous permettraient de nous débarrasser plus vite du confinement et d'accélérer vraiment le déconfinement, on va y revenir en détail. Et devant son changement de ton semaine après semaine, de plus en plus menaçant, dans l'entretien de la peur et même infantilisant les citoyens, on se dit, est-ce que l'argument sanitaire ne devient pas un simple prétexte? Est-ce que ce gouvernement, déjà confronté bien avant l'épidémie à une vraie colère populaire, on a tous en tête les gilets jaunes, mais il y a aussi les manifestations de forces de l'ordre, de pompiers, d'aides-soignants, etc. Devant cette colère profonde qu'il sait bien, qu'il connaît bien, est-ce qu'il ne peut pas être tenté de la contenir par la force et par la peur, par l'entretien de la peur? C'est une question qu'on se pose de plus en plus nombreux. On n'est pas les seuls à se la poser, et je ne suis pas le seul. Par exemple, ce matin sur Sud Radio, Dominique Bussereau, qui est président de l'Association des départements de France, il a reproché au gouvernement, je cite, de faire peur aux Français en menaçant de ne pas faire le déconfinement le 11 mai. En effet, ce week-end dans Le Parisien, en une du Parisien, le ministre de la Santé Olivier Véran a menacé les Français, s'ils n'étaient pas sages, de ne pas les déconfiner le 11 mai comme c'était prévu. En effet, le gouvernement, c'est ça qui devient très inquiétant, ne prend manifestement toujours pas les mesures de protection qui permettent de se passer de cet état d'urgence sanitaire. Où en est-on sur les masques? Comment expliquer que le port du masque à l'extérieur n'ait toujours pas été rendu obligatoire? Comment expliquer qu'il y a encore des pénuries de masques pour les Français et même pour les personnels soignants? C'est eux-mêmes qui l'ont encore dit ce week-end par voie de communiqué de presse. Alors qu'on sait que le masque est extrêmement efficace, beaucoup plus que le confinement. Il y a une étude, je vais vous mettre le lien de cette étude dans la description sous la vidéo, une étude faite grâce à l'intelligence artificielle, avec bien sûr derrière des gens, c'est-à-dire des chercheurs, des universitaires. Ce sont des chercheurs de l'université de Cambridge, de l'école de guerre économique de Paris, mais également de Finlande et de Hong Kong, qui ont démontré, modèle très intéressant à l'appui, que si 80% d'une population d'un pays porte le masque, alors c'est beaucoup plus efficace que le confinement. Ça a des résultats, je cite, largement plus importants en baisse de mortalité de coronavirus que le confinement. Ils estiment que ça divise par 3 à peu près le nombre de décès. Et si le port du masque monte à un taux de 90% de la population, alors cette étude estime qu'on peut se débarrasser du Covid-19 en 50 jours. C'est un résultat qui n'est pas du tout aberrant quand on regarde ce qui s'est passé en Corée du Sud, notamment, où le masque est obligatoire depuis longtemps, face à cette épidémie, où il n'y a pas eu de confinement et même pas de fermeture des restaurants et des commerces, et où pourtant il y a eu beaucoup moins de morts qu'en France, et même aujourd'hui une disparition manifeste du virus, puisqu'ils n'ont plus aucun cas depuis maintenant plusieurs jours. Mais même question sur les tests. On sait qu'une politique efficace, c'est tester, isoler les malades. Comment se fait-il que la France soit tellement en retrait et en retard sur les tests ? Même question sur nos frontières. Là, c'est incompréhensible, presque un cas unique au monde. Nous sommes un des seuls pays qui n'a pas fermé ses frontières nationales, qui ne le fait toujours pas et qui n'a pas prévu de le faire pendant le déconfinement, qui pourrait donc rapatrier de nouveaux cas de contamination. Pire que cela, nous avons appris hier par l'Élysée
que les étrangers venant de l'espace européen, Union européenne, Schengen et Royaume-Uni, plus de 400 millions de personnes quand même, hein, ne seraient pas mis en quatorzaine en rentrant en France. Alors que vous aurez l'interdiction d'aller à plus de 100 km de chez vous et que vous êtes déjà emprisonné chez vous depuis 2 mois. Eux, pas de souci. Ça concerne les Européens, plus de 400 millions, je vous l'ai dit, mais surtout des personnes qui viennent le plus souvent en France. Par définition, ce sont nos voisins. Et qui sont en plus, qui habitent dans la zone la plus contaminée du monde. Donc c'est complètement irresponsable. On ne comprend pas cette décision. Même incompréhension sur les traitements. Où on s'acharne sur les essais cliniques, c'est bien, c'est scientifique, je ne remets pas en cause les essais cliniques, c'est méthodologiquement, scientifiquement, c'est parfait, il faut de la recherche. Mais il faut aussi du traitement. Et quand on sait que l'essai clinique principal en France, Discovery, est en fiasco total, je vous ai fait une vidéo là-dessus, il suffit de prendre l'interview dans Le Monde, le 1er mai, de l'un de ces instigateurs qui l'avoue. Comment se fait-il qu'on ne mette pas en place des traitements qui marchent? On pense à l'hydroxychloroquine et l'azithromycine, ce fameux traitement du professeur Raoult, mais qui aujourd'hui est défendu par bien d'autres professeurs de médecine et qui est surtout expérimenté avec succès manifeste dans plein de pays dans le monde. On pense au Maroc, on pense au Sénégal, on pense à la Grèce et tant d'autres. Alors, devant cette incapacité du gouvernement 2 mois plus tard, devant aussi cette idée que, manifestement, il ne réalise pas que le confinement prolongé ou le faux déconfinement peut avoir des effets sanitaires bien pires que le coronavirus. Évidemment, un confinement prolongé, les médecins le disent, ce sont des gens qui, sur d'autres maladies, ne sont plus diagnostiqués, ne sont plus traités correctement. Ce sont des violences intrafamiliales qui augmentent, ce sont des suicides qui peuvent augmenter, ce sont des personnes âgées qui peuvent mourir de solitude. Eh bien, devant cela, non, il n'y a pas d'avancée manifeste. Et en même temps, on voit que le ton du gouvernement, à notre égard, change de plus en plus. De plus en plus, on est dans la menace. Et même l'infantilisation remplace le dialogue normal, démocratique avec les citoyens. Alors là, je cite Olivier Véran, effectivement, qui nous menace de ne pas nous déconfiner si nous ne sommes pas sages. On n'aura pas le dessert le 11 mai si on n'est pas sage comme une image. C'est très infantilisant. Emmanuel Macron, dans une petite vidéo diffusée le 1er mai, a même parlé du 1er mai de ses chamailleries. Je crois que ce n'est pas du tout un dérapage. Je pense qu'il sait très bien que le mot chamaillerie rentre dans le champ sémantique de l'enfance. À qui on reproche de se chamailler? À qui on demande d'arrêter de se chamailler? À des frères et sœurs, par exemple. À des enfants en classe. Arrêtez de vous chamailler, les enfants. Voilà. Eh bien, quand on parle de chamaillerie pour les Français ou pour les travailleurs, on sait ce qu'on fait. On infantilise la population. Pareil sur les vacances d'été. On nous dit faites ci, faites pas ça, ordre contre ordre. Écoutez, on n'est pas non plus des enfants, nous sommes des citoyens adultes responsables. Et puis, il y a même, si vous voulez, ce champ lexical de l'enfance va même jusqu'au grand méchant loup. C'est qui le grand méchant loup dans cette affaire? C'est la fameuse deuxième vague, cette menace, cette deuxième vague que pourtant scientifiquement rien n'étaye. Ni médicalement, ni dans l'observation, puisque dans aucun pays du monde en avance sur nous dans l'épidémie, on ne voit vraiment de deuxième vague. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne peut pas revenir à l'automne, par exemple, si ça devient une maladie saisonnière. Ça, c'est tout à fait possible. Et puis scientifiquement, les spécialistes nous disent, moi je ne suis pas médecin, mais j'écoute les spécialistes qui nous disent, généralement pour les infections respiratoires, il n'y a pas de deuxième vague. Par contre, elle peut devenir saisonnière, ça c'est autre chose. Mais ça, cette deuxième vague fait office de grand méchant loup. Alors c'est vrai que la peur peut être instrumentalisée politiquement, mais comprenez bien une chose. Il faut quand même revenir à la racine du problème. Nous sommes face à un pouvoir qui n'a plus le pouvoir, qui n'est pas souverain. La France aujourd'hui est devenue une province de l'Union européenne, une province du mondialisme. Donc ces gouvernants n'ont pas le pouvoir. Ils ne maîtrisent ni la monnaie, ni le budget, ni même les lois qui ont une autorité inférieure aux directives européennes, ni les frontières, on le sait, ni tout un tas de politiques commerciales, industrielles, etc. On le sait bien, même d'immigration. Alors quand vous n'avez plus le pouvoir et que vous devez cependant maintenir les apparences ou ne pas être débordé par votre population, il y a 2 armes classiques. Il y a la communication et la peur. La communication, ils en usent et ils en abusent. Ce n'est pas que le gouvernement Macron, ça remonte à bien avant. Attention, derrière ce mot de communication, il y a des choses pas très sympathiques. Il y a beaucoup de manipulation et de mensonges. Bon. Et puis il y a la peur. Et la peur, elle est multiforme. La peur, c'est la menace. Alors là, on y est. On l'a vu, carotte, bâton. Menace de prolongation de l'état d'urgence sanitaire, menace de prolongation du confinement, menace de reconfinement, on nous l'a déjà dit. Derrière la peur, il y a la menace, il y a aussi la surveillance. Et là, il faut qu'on parle de ce projet de loi qui prévoit de créer un fichier national des personnes malades ou présumées malades du Covid-19 et de leurs contacts,
sans leur consentement. Fichier qui pourra se balader entre administrations, et il y aura la mise en place de brigades, je reprends le terme, on nous parle d'anges gardiens, ce qui moi ne me rassure pas, de brigades pour évaluer qui sont vos contacts. Écoutez, ça, sans le consentement, ça me paraît inquiétant, très inquiétant. Cette surveillance me paraît inquiétante. Je vous signale que là, il faut le citer, Jérôme Marty, président de l'UFML, l'Union française pour une médecine libre, dit sur ce fichier, je le cite, « Le consentement est l'un des socles de la médecine. Ne pas le demander est sans précédent. La situation d'urgence ne peut pas tout justifier. » Je suis parfaitement d'accord avec cela. Mais c'est vrai que la menace, la surveillance, la peur peut tenir une population plus tranquille, moins revendicative, plus calme, peut justifier des interdictions de rassemblement, de manifestation, peut justifier des décalages dans le temps d'élections, peut me permettre de montrer du doigt des boucs émissaires et des irresponsables. Qui, par exemple, pourrait être un irresponsable ? Celui qui appellerait à manifester parce qu'il n'est pas du tout content de la politique de régression sociale qui nous menace, ou de la politique d'écrasement sous la dette, ou de la politique de soumission à l'Allemagne et à l'Union européenne, ou de la politique d'ouverture totale de nos frontières. Bien, si vous appelez à manifester, alors même que la menace du virus est toujours là, vous serez montré du doigt comme un irresponsable. Et le gouvernement pourra espérer avoir l'opinion publique avec lui contre l'irresponsable. Et puis c'est vrai que plus on est dans l'état d'urgence sanitaire et dans ces mesures de restriction, plus on fait baisser la richesse nationale. Et plus la richesse nationale baisse, plus ensuite on a beau jeu de dire, comme le MEDEF ne s'en prive pas, et comme Bruno Le Maire, ministre de l'économie, ne s'en prive pas non plus, qu'il faudra ensuite que les Français fassent des efforts considérables, je les cite, et qu'ils acceptent, et là je cite Geoffroy Roux de Bézieux, le président du MEDEF, de baisser leurs congés payés et d'augmenter leur temps de travail. Ah bah oui, la belle affaire. Quant à la réforme des retraites et la réforme de l'assurance chômage, qui sont toutes les deux des régressions totales à la demande de l'Union européenne, elles ne sont toujours pas supprimées, elles sont juste suspendues. Soyez très attentifs là-dessus. Cette politique d'instrumentalisation de la peur, elle nécessite un meilleur contrôle des médias, des forces de l'ordre et de la justice. N'est-ce pas ce qui est déjà fait depuis pas mal de temps et ce qui risque d'être amplifié encore dans les mois qui viennent. Alors qu'est-ce qu'on fait face à ça ? On n'est déjà pas naïf. On n'est pas naïf. Ça ne veut pas dire qu'on ne se protège pas du virus. Attention, ne comprenez pas mal cette vidéo. Je crois que j'ai été extrêmement clair. Il faut se protéger du virus. Il y a des vies qui sont en jeu. Mais il faut exiger justement à cette aune les mesures de protection qui permettent de sortir de l'état d'urgence sanitaire, de ce contrôle permanent de nos libertés, des menaces de confinement, reconfinement. Donc les masques, les tests, fermer nos frontières, mettre en quatorzaine tous les étrangers, européens ou pas, qui entrent en France. Aller vers des vrais traitements, traiter les malades. Et puis, il va falloir se débarrasser de ces responsables qui sont quand même très cyniques, qui jouent sur la communication surabondante, le mensonge, la peur et la menace, et l'infantilisation. C'est aux citoyens français, au peuple français de se réveiller et de prendre conscience. C'est au peuple français d'exiger des responsabilités, des culpabilités et des procès. Bien évidemment, quand il y a de tels faits, il y a forcément des responsabilités et des procès. Et puis, dans l'esprit révolutionnaire qui va forcément se développer, ou reprendre de plus belle, il y aura parmi les mesures de salut public dont je vous parle dans la vidéo « La Révolution qui vient », que je vous invite à aller écouter, il y aura dans ces mesures de salut public la restauration complète de nos libertés collectives et individuelles. Nous devons chérir la liberté contre nos chaînes, contre nos asservissements, contre nos mises en esclavage, notamment par la dette. Cette liberté chérie sera un des points cardinaux de ces mesures de salut public. Le combat pour la liberté, c'est un des points cardinaux du combat des patriotes, formation politique que je préside. Rejoignez-nous. Le lien pour adhérer aux patriotes, pour nous rejoindre dans ces combats essentiels, se trouve en description sous cette vidéo. Je vous attends. Ne nous laissons pas faire. Nous sommes grands, nous sommes citoyens, nous sommes responsables. N'acceptons pas les accusations. Soyons tête haute, soyons fiers et soyons surtout libres. Merci.